On ne se rend pas compte, mais il y a 10 ans, YouTube n'existait pas. Twitter n'existait pas. Facebook n'existait pas. 10-15 ans. Donc évidemment que ça bouleverse tout. Alors moi je suis au cœur de l'action, on est en direct tout au long de la journée, il n'y a pas de coupure, c'est en continuité. Et tous les lives que j'ai pu faire sont toujours disponibles après coup. Doucement, oh putain, aïe, je prends juste des photos, putain. Il y a, je pense, le fait que beaucoup de Français de tous bords qui sont dans la rue, et donc les Français de plus en plus se disent ça peut m'arriver à moi aussi. L'opinion publique prend conscience de ces violences policières systémiques. Moi j'étais tout le temps en live pour Brut, des centaines d'heures de direct en immersion au cœur des cortèges. Dans cette vidéo, on va essayer de vous expliquer comment le maintien de l'ordre en France a évolué en seulement 1 an et demi. Pour bien comprendre le maintien de l'ordre dans l'histoire récente, en fait, il faut remonter au milieu des années 80. Le 6 décembre 1986, un jeune étudiant, Malik Oussekine, meurt sous les coups des policiers. J'ai vu 3 CRS sortir de cet immeuble avec un mec qu'ils ont littéralement tabassé de façon extrêmement violente. Donc à ce moment-là, il y a des policiers à moto, ce sont des voltigeurs. Ce sont eux qui tuent Malik Oussekine, deux policiers, le motard et son passager, qui descendent, qui le frappent à mort. Arrêt cardiaque consécutif aux coups portés par les policiers, arrêt cardiaque dû à la peur. Une enquête est ouverte par l'inspection générale des polices pour déterminer les circonstances exactes du décès de ce jeune étudiant. C'est ce que la politique, les journalistes, les policiers ont appelé le syndrome Malik Oussekine. C'était l'idée que la police n'irait plus au contact. Le maintien de l'ordre à la française, hérité des années 80, notamment après la mort de Malik Oussekine, c'était une doctrine dans laquelle on allait très peu au contact, on restait à distance des manifestants, on considérait que la casse matérielle n'était pas très grave, tant qu'il n'y avait pas de blessés graves, et encore plus grave, un mort. Pendant des années, le modèle français, on va dire, c'était montrer sa force pour ne pas s'en servir, pour aller très vite. C'était contenir la foule, c'était la contenir à distance. Et on peut le dire, la France était plutôt bonne là-dedans, jusqu'au moment des Gilets jaunes. Avec l'arrivée des Gilets jaunes, il y a un changement de donne. Bouclier devant, bouclier devant les gars. Puisque les Gilets jaunes refusent d'organiser eux-mêmes leurs manifestations, refusent de les déclarer auprès des forces de l'ordre, refusent de tout contact, toute négociation en amont sur le parcours. Et donc les forces de l'ordre n'ont plus d'interlocuteurs comme c'était le cas avec les organisations syndicales. Donc il faut faire évoluer ce maintien de l'ordre. Et en parallèle de ça, il y a une grande violence qui se déploie dans ces manifestations, de la part des manifestants, qui est réelle, qui, dès le début quasiment du mouvement des Gilets jaunes, est plus importante que ce qu'on a connu par ailleurs. On remarque tout de suite que c'est un mouvement qu'on peut considérer d'insurrectionnel quelque part. Donc avec beaucoup de tensions, des personnes qui sont très en colère et des manifestations qui débordent vraiment de partout. Voilà, si vous nous rejoignez, on est en direct sur Brut. La situation est très tendue ici. Ce qui est marquant sur les premières semaines, c'est de voir des forces de l'ordre qui sont dépassées, en sous-effectif et qui ne savent pas trop quoi faire face à ce mouvement. C'est vrai que sur certains moments vous avez des membres des forces de l'ordre qui peuvent venir se confier à vous, à dire que les ordres ne sont pas adaptés à la situation, qu'ils sont fatigués, qu'ils sont épuisés. Moi, c'est la première fois que je vois, en dehors des policiers qu'on peut voir blessés, des policiers qui vont s'asseoir sur un banc quelques minutes en disant moi, j'en peux plus, je suis KO. Très rapidement, ce qu'on remarque, c'est que toutes les forces de l'ordre sont mobilisées et pas que celles qui sont normalement destinées sur le maintien de l'ordre. C'est-à-dire qu'on retrouve des policiers qui ne sont pas du tout formés à ça. Et parmi ces forces-là, il y a notamment la BAC. Les brigades anticriminalité ont été créées pour intervenir dans les quartiers populaires. Et ce sont ces brigades anticriminalité qui ont été exportées
dans le maintien de l'ordre, c'est-à-dire qu'ils sont intervenus dans les manifestations avec l'expérience qu'ils avaient acquis dans les quartiers populaires. On assiste finalement à une extension du domaine de la violence policière, des quartiers populaires vers les manifestations, ce type de violence en tout cas, avec l'usage de ces armes dites intermédiaires, comme les LBD 40, comme les grenades. Et ces armes, eh bien, elles causent énormément de dégâts. Et c'est notamment à partir de ce moment-là qu'on remarque une multiplication des blessés, des mutilés, au fur et à mesure des manifestations. Et si aujourd'hui on en parle de ces violences, c'est parce que les manifestations sont désormais filmées sous tous les angles, en direct, et ensuite les images sont diffusées sur Internet. On ne se rend pas compte, mais il y a 10 ans, YouTube n'existait pas. Twitter n'existait pas. Facebook n'existait pas. 10-15 ans. Donc évidemment que ça bouleverse tout. Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y avait pas de violence policière. Non, ça veut dire qu'elles n'étaient pas diffusées. Aujourd'hui, elles sont diffusées, elles sont contextualisées. Ah oui, je vais partir. Doucement, doucement. Oh, putain, aïe. Je prends juste des photos, putain. C'est cette visibilisation par les vidéos, par l'usage des vidéos grâce au téléphone portable ou grâce à la présence de journalistes indépendants qui a permis la visibilisation de ces violences policières. Là, l'avantage, c'est qu'on est en direct tout du long, du début à la fin, donc on a l'événement déclencheur jusqu'à, entre guillemets, sa résolution jusqu'à sa fin. Sortez. C'est journaliste, monsieur. Journaliste. Monsieur, Donc il n'y a pas de coupure, c'est en continuité et l'ensemble des vidéos qu'on a pu tourner, c'est-à-dire que tous les lives que j'ai pu faire sont toujours disponibles après coup. Avec la diffusion de toutes ces violences pendant le mouvement des Gilets jaunes, les Français commencent à s'interroger sur le maintien de l'ordre dans le pays. Mais c'est la mort d'un jeune Nantais dans un contexte festif qui va faire prendre conscience à l'opinion publique qu'il y a un problème avec la doctrine policière actuelle. La police des polices saisie à Nantes après une opération controversée des forces de l'ordre durant la fête de la musique vendredi. Un jeune est toujours porté disparu. Fête de la musique, sur les quais de Loire, il y a des DJ, la police arrive, demande aux DJ d'arrêter, tous les DJ arrêtent, sauf un, qui relance ses platines et qui met un morceau des Berruriers Noirs qui s'appelle Porcherie, qui est une chanson anti-flic. À 4h30 du matin, la police intervient pour faire cesser la musique, comme on le voit sur cette vidéo tournée par des fêtards. Très vite, la situation dégénère. Vous avez des lacrymogènes, des jets de projectiles, etc., à charge de police. Tombe dans la Loire un certain nombre de personnes et une ne remontera pas, Steve. Moi, je me suis rendu là-bas justement pour Brut, pour faire un live, pour montrer un peu ce qui s'y passait, pour montrer l'émotion qui était énorme justement dans cette ville. Ils avaient fait une chaîne humaine face à la Loire, à l'endroit où il avait disparu. Justice partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Police partout, justice nulle part. Steve, de mon point de vue, c'est l'aboutissement d'un maintien de l'ordre en roue libre, puisque là, a priori, les forces de police en présence, c'est plutôt des BAC, c'est plutôt des compagnies d'intervention, c'est plutôt des policiers qui sont formés à l'anti-émeute, pas du tout au maintien de l'ordre. Et la mort de Steve, elle rappelle évidemment Malik Oussekine, elle rappelle des disparitions qui deviennent des enjeux politiques. Le fait qu'un jeune homme, comme les autres, qui part faire la fête le soir de la fête de la musique, puisse trouver la mort au cours d'une opération de maintien de l'ordre, ça semble inacceptable pour l'ensemble des Français. Messieurs les forces de l'ordre, je vous demande aujourd'hui à vous de vous regarder dans un miroir. L'opinion publique prend conscience de ces violences policières systémiques. Les violences policières systémiques, ça veut dire une chose très simple, c'est qu'elles font système dès lors qu'elles sont suffisamment nombreuses pour considérer que ce ne sont pas que des bavures et pas des dérapages. Et après la mort de Steve, le gouvernement il n'a plus vraiment le choix,
il doit réagir. Il y a une enquête qui a été déclenchée par moi-même, avant même d'ailleurs que nous apprenions la disparition de ce jeune homme sur les conditions dans lesquelles l'opération, l'intervention policière a eu lieu. L'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, est saisie. L'IGPN, c'est la lessiveuse. Elle nous explique qu'il y a une charge de police, mais qu'il n'y a pas de lien entre la charge de police et le fait que des personnes aient plongé dans la Loire. À ce moment-là, il y a une crise qui s'instaure entre une partie de la population, la police, le politique. Je viens de faire un point de situation avec monsieur le ministre de l'Intérieur sur la disparition de monsieur Steve Maia Canisso. Édouard Philippe prend la parole, flanqué de Christophe Castaner, totalement muet, sur le perron de Matignon. À l'issue du travail de l'inspection générale de la police nationale, des questions restent donc posées. L'enchaînement des faits reste confus. Je ne peux évidemment pas m'en satisfaire. Cette phrase est intéressante parce qu'il reconnaît qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les gens ont peur de venir manifester. Des gens qui venaient à toutes les manifestations ne viennent plus forcément. C'est des choses qui marquent, et même encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, faut pas oublier que quand on est journaliste, on est aussi des êtres humains derrière, avec une sensibilité, et ces événements, on les a vécus en première ligne. C'était des situations humaines au travers de ces blessés qui étaient assez dures à vivre et assez prenantes. Aujourd'hui, clairement, la police française et le gouvernement se cherchent sur la question du maintien de l'ordre. Quand un policier commet une violence, est-ce qu'il est responsable individuellement ou est-ce qu'il y a aussi une responsabilité de l'État, des autorités, de sa hiérarchie qui ne lui a pas donné les moyens, qui ne lui a pas donné la formation nécessaire. Et cette responsabilité de l'État, de l'autorité, du ministère de l'Intérieur, elle est rarement questionnée. Le maintien de l'ordre à la française, c'est quelque chose qui a existé, mais qui a été pulvérisé sous nos yeux, mois après mois, semaine après semaine. Et donc aujourd'hui, on reparle constamment du maintien de l'ordre à la française, mais en fait c'est un souvenir.